Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Talk with Tristan. Je suis Tristan Baudois, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce voyage captivant où nous plongeons au cœur de l'authenticité et de la découverte. Dans chaque épisode, je m'assois avec des invités exceptionnels, des entrepreneurs, des sportifs, des gastronomes, des personnes ordinaires aux récits extraordinaires et bien d'autres. Ensemble, nous naviguons à travers les expériences qui façonnent notre monde, dévoilant des histoires qui suscitent la réflexion, inspirent l'action et cultivent la connexion humaine. Que vous soyez en quête d'inspiration, de connaissances ou simplement à la recherche d'une pause bienvenue dans votre journée, Talk with Tristan est l'espace où vous découvrirez des idées qui éclairent, des histoires qui captivent et des conversations qui résonnent. Alors installez-vous confortablement ou mettez vos écouteurs car je vous emmène dans mes aventures. Pour ce nouvel et dernier épisode de la saison 1 de Talk with Tristan, j'ai le plaisir d'accueillir Marin Germe, associé dans la startup Streetco. Hello Marin, merci de m'accorder cet entretien pour ce nouvel épisode de mon podcast. Avec plaisir. Comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai une réelle volonté de créer un talk avec mes intervenants. C'est pour ça que je vais te demander ta présentation et présenter ton secteur d'activité. Parfait. Du coup, je m'appelle Marin Germe, j'ai 23 ans. Je suis issu d'une école de commerce, l'ESCA, après avoir fait le lycée qui nous a permis de nous rencontrer, exactement. Donc 5 ans d'école de commerce avec une dominante entrepreneuriale sur le master. Okay. J'ai créé une entreprise pendant mon master, en parallèle des études, une fintech qui s'appelle Swear, qui avait pour objectif d'optimiser et de moderniser les contrats d'assurance vie. On en parlera sûrement un petit peu après. Avec plaisir. Et par la suite, j'ai rejoint donc Streetco, qui est un Waze pour les personnes à mobilité réduite, donc plutôt un secteur lié au service à la personne avec un mix de digital parce qu'on a 2 applications. Donc j'ai rejoint Streetco il y a 6 mois, fondé par Arthur Alba qui lui-même m'épaulait sur mon premier projet. Étant donné que c'était un ancien de l'ESCA, il me tutorait sur Swear pour me permettre de travailler sur mon projet, d'aller un peu moins en cours. Donc voilà un petit peu l'histoire et le panel. Ensuite sur un aspect un petit peu plus perso, je dirais fan de sport, un petit peu comme toi avec le rugby. Globalement fan de sport aussi bien dans la pratique et le suivi. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat est aussi une suite logique de tout ça. Et c'était quoi un peu ton parcours au lycée? T'es allé en école de commerce après, t'as toujours voulu être entrepreneur. Pourquoi? Qu'est-ce qui te motivait à monter ta boîte, à intégrer une société là, comme aujourd'hui tu le fais avec Streetco? Globalement, je pense que c'est le cadre dans lequel je suis depuis tout petit. Un père entrepreneur, une famille plutôt entrepreneuriale. Qui a pas cette passion de travailler, mais qui met le travail au cœur de sa vie, si je puis dire. Moi, globalement, je sais pas si je voulais être entrepreneur dès le plus jeune âge, plutôt, mais pas totalement. Je voulais surtout pouvoir travailler pour moi, ou du moins répondre à toutes les idées de création que je pouvais avoir en tête, ou quoi que ce soit. Je suis pas non plus quelqu'un qui a 16 idées à la minute, qui a son bloc-notes dans sa poche arrière et qui écrit des idées tous les jours. Mais les quelques idées que j'ai envie de me donner la possibilité de pouvoir les mettre en place, pouvoir les créer, les tester, soit réussir, soit échouer. Mais c'est un peu ce qui me guide depuis, je dirais, la fin du lycée, avec les personnes que je côtoie, avec les différentes expériences que j'ai eues. J'ai eu la chance de travailler assez tôt, avec des missions assez sympas. J'ai été longuement formé dans l'entreprise de mon père, qui m'a pas mal aidé sur différents sujets, le commerce, le marketing, la com, qui sont aujourd'hui les gros sujets sur lesquels je travaille dans les différentes entreprises. Donc voilà, et puis sinon j'étais un profil, pas le premier de classe, loin de là, pas le cancre non plus, mais je travaillais dans les matières que j'aimais, je travaillais pas dans les matières que j'aimais pas ou les profs que j'aimais pas. C'est un petit peu ce qui me ressemblait à cette époque et qui m'a suivi globalement jusqu'à la fin de mes études. Donc voilà un petit peu mon parcours. Parce que là, t'es encore jeune. Quels sont entre guillemets, les obstacles que tu observes un peu au quotidien quand t'entreprends? Parce que je suppose que t'as peut-être pas la même crédibilité qu'un gars qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience derrière. Ouais. C'est quoi ton petit tips, les petites anecdotes que t'as vis-à-vis de ça? Plusieurs choses. Effectivement, l'aspect jeunesse a des aspects négatifs, mais aussi positifs. Et je pense qu'il faut savoir s'en servir. J'en ai un petit peu souffert, je dirais, dans mon aventure entrepreneuriale liée à la finance. Donc la première, Square. Donc explique-moi un peu ce que c'est. Alors ça a commencé en novembre 2021. Donc j'étais au tout début de ma première année de master. J'avais 21 ans, je suis né en 2000, donc le calcul est facile. C'était un outil
pour scorer les contrats d'assurance vie. Donc aujourd'hui, il y a 30 millions de personnes, donc un Français sur deux, qui a des contrats d'assurance vie. Globalement, ils sont assez vieux, plutôt âgés, pas très optimisés, pas très rentables, pas très écologiques, plein de diverses choses. Nous, on les scorait selon des critères assez pédagogiques et qui parlaient réellement à l'épargnant. C'était la rentabilité, l'univers d'investissement à disposition, l'aspect écologique, les frais du contrat. Et ensuite, il y avait la loi PAC de 2019 qui permettait d'optimiser ces contrats. Chaque ancien contrat avait un nouveau contrat, en fait, nouvelle génération. Et nous, on permettait de connaître la note des deux et de pouvoir choisir, en fait, une fois qu'on avait observé cette note qui avait globalement une très grande différence, plutôt positive pour le nouveau, de migrer vers ce nouveau contrat qu'on appelait le contrat upgradé. Donc voilà ce qu'on faisait chez Square, un milieu financier, en plus de la finance hard, je dirais, parce que contrat assurance vie, c'est un très vieux sujet, très technique, très contractuel, très législatif. Donc c'est vrai que seul, c'est compliqué à 21 ans. J'étais formé sur quelques aspects, mais bien évidemment, plein de lacunes dans d'autres. Donc j'étais accompagné de mon associé, Pierre-Loïc Bess, qui lui-même avait entre 40 ans, qui venait du milieu de la finance depuis plus de 20 ans, de la banque, du multifamily office, et qui avait plutôt une place assez forte sur ce sujet d'un point de vue national. Donc lui m'aidait beaucoup sur ce sujet. Forcément, je pense pas pouvoir faire quelque chose à l'interne dans le milieu de la finance et des contrats d'assurance vie. Je pense qu'il faut avoir un sacré bagage. Donc voilà sur cette expérience. Donc, beaucoup de lacunes vis-à-vis de l'âge, possiblement. Effectivement. Alors soit tu crées la surprise et là les gens ils sont ébahis, soit tu es une personne un petit peu plus normale, je dirais, et tu rentres dans le moule, et donc on associe la jeunesse à soit un manque d'expérience, soit un manque de qualité. Encore plus dans la finance. Par contre, ça permet énormément de choses d'être jeune, et je pense que c'est le tips que tu évoquais. Faut vraiment surfer là-dessus. Quand on est jeune, globalement, je pense que les gens aident plus facilement. J'étais dans un milieu qui est la fintech, où il y a beaucoup de jeunes ou des vieux avec un esprit de jeune, je dirais. Donc il fallait aller à leur contact. Ils transmettaient énormément de choses, parce que globalement, la fintech, c'est un mouvement. Seul, personne n'y arrivera. Il faut vraiment que le mouvement pousse, avec des Lydia, des Gringottes, qui sont des éléments connus. Sumeria, désormais, je crois qu'il y en a 2-3 qui sont un peu perdus avec ce changement. Donc voilà ce mouvement, et aller solliciter les personnes pour obtenir des tips, créer son propre écosystème. À Lyon et Paris, alors forcément à Lyon c'est plus facile parce que je pense qu'on a nos empreintes, et c'est plus petit. À Paris c'est un petit peu plus dur. Mais voilà, créer son écosystème, se construire autour de 5-6 mentors qui te conseillent, qui suivent ton projet, soit qui te relancent en te disant bah non, c'est pas ça, corrige ça, soit qui te confortent dans des idées. Et c'est vraiment ça l'avantage d'être jeune, c'est de pouvoir aller au contact des autres, faire des erreurs, être corrigé, apprendre. Je pense que sur les 2 années de Square et les 6 mois qui sont arrivés de Streetco, j'ai forcément beaucoup plus appris qu'à l'école. À l'école, on t'apprend des choses comme savoir se présenter, savoir parler. C'est un petit peu inconscient comme apprentissage, mais il est vraiment réel. Par contre, après, dans le côté entrepreneurial, dans le côté projet, là, on t'apprend comment te débrouiller, comment créer quelque chose, comment le faire entendre, le faire parler. Voilà, donc voilà un peu la différence. Et c'était quoi la fin? On va boucler un peu le sujet sur Square. Comment ça s'est passé, entre guillemets, la fin de cette aventure? Si tu veux en parler. Hein. Ouais, pas de souci. Je pense que quand on crée une startup, à 2, à 3, à 4 ou même seul, il faut être quasiment investi à 100% dans la startup. Par rapport à notre fonctionnement avec mon associé, c'était pas le cas. Lui avait un multifamily office assez jeune, qui fonctionne très bien, qui demandait forcément beaucoup de travail. Plus c'était pas une énorme équipe, donc voilà. Donc ça lui prenait beaucoup de temps. Petit à petit, le temps était plus réparti sur ce family office que sur Square. Et comme je t'ai dit, c'était assez jeune de faire les choses tout seul par ma jeunesse. C'était plus une passation au départ qu'être seul comme porteur de projet. Donc le temps filait, l'avancement n'était pas énorme du projet, ou du moins pas au rythme que j'espérais, même qu'on espérait tous les deux. Donc je pense qu'à un moment c'était assez logique de se séparer. Lui va continuer le projet, donc je suis très content que le projet perdure, parce que je pense qu'il avait de quoi marcher. Et moi je continue avec une personne qui m'aidait beaucoup, avec un super projet, et du coup ça fait la transition, peut-être pour en parler un peu plus. Parlons un peu de Streetco, définis-moi un peu ce que c'est, l'outil que c'est. J'ai vu que c'était une application, mais dis-moi un peu plus. Alors Streetco, c'est un Waze pour les personnes à mobilité réduite. Globalement, on a 2 applications. Enfin, en fait, si tu veux un constat, c'est que la mobilité aujourd'hui, c'est un droit.
qui n'est pas du tout respecté. Je vois à Paris, c'est galère. J'étais avec une valise ce matin qui pèse une blinde. Non, c'est sûr. Entre les pavés, je pense aux personnes qui sont handicapées ou en fauteuil roulant. C'est un enfer. Au début, Arthur, donc le fondateur de Streetco, était mon prof à l'ESK, en intervenant sur 3-4 cours. J'aimais beaucoup comment il présentait les choses, mais je comprenais pas trop l'intérêt de son application. Je me disais, en vrai, les trottoirs, ça va. Enfin, je pense qu'on sous-estime beaucoup le sujet. Je sais pas si c'est le karma, mais je me suis fait les ligaments croisés globalement juste après sa présentation. J'ai eu pour mission, pour exercice, d'aller me balader dans la rue avec mes béquilles et lourdement handicapé, on va dire, sur le temps de 3 semaines, mais c'est assez important. Et là, j'ai commencé à comprendre l'utilisation de son application, le réel intérêt. Lui est un cas vraiment brillant, assez jeune, il a 30 ans, ça fait 7 ans qu'il porte ce projet, avec pas mal de galères, parce que forcément, ce genre de sujet amène beaucoup de complexité, parce qu'on n'aime pas en parler, parce qu'il y a du digital, donc des applications, des choses à créer, etc. Mais globalement, je l'ai rejoint il y a 6 mois. Donc pour continuer un petit peu mon explication sur Streetco, on s'adresse à ce sujet de la mobilité, qui est un gros problème. À l'approche des jeux, forcément, c'est encore plus important. Donc, on a une application qui vient collecter la donnée d'accessibilité présente sur les trottoirs, exactement comme le fait Waze sur la route. Et ça, comment tu récupères toutes ces données? Ça, on le fait avec... pour l'instant, il n'y a pas encore d'IA développée ou quoi que ce soit. On le fait avec des moyens humains. Quand on arrive dans une ville, là, on a très récemment signé Paris il y a 1 mois. Globalement, on sollicite tous les acteurs locaux, les écoles, les associations et les entreprises. On crée des challenges un peu compétitifs, solidaires et sociaux assez sympas via l'application pour collecter un maximum de données. Et en parallèle, on rémunère des jeunes étudiants plutôt précaires pour aller collecter de la donnée d'accessibilité sur les trottoirs de manière quotidienne sur les axes les plus empruntés par nos utilisateurs. Il y a 2 types de données. Il y a les obstacles fixes, qui sont les escaliers, les trottoirs étroits, les poteaux en plein milieu des trottoirs, parce que oui, ça existe. Ça, c'est 30% de la donnée, elle est assez facile à capter. Parce qu'une fois qu'on se balade dans les rues, l'escalier ne va pas bouger du jour au lendemain. Par contre, le vrai enjeu, c'est les 70%. Ces obstacles temporaires, à Paris, c'est la parfaite illustration pour notre projet. C'est les véhicules mal garés, les zones de travaux à répétition, les poubelles chaque matin qui sont en plein milieu du trottoir. C'est toutes ces données qui sont difficiles à capter. Mais du coup, c'est notre métier. Et ensuite, toutes ces données, on les transfère sur notre GPS, qui est là à destination uniquement des piétons avec dominante personnes à mobilité réduite. Mobilité réduite, c'est les personnes en situation de handicap, déficience visuelle, handicap moteur, avec fauteuil roulant quoi. Mais c'est aussi beaucoup de seniors. On a beaucoup d'utilisateurs à poussette, des femmes enceintes, quelques-unes, des jeunes comme moi, comme tous les autres jeunes qui se font les croisés, des tibias ou quoi que ce soit, globalement sur des moments temporaires. Donc ça, c'est nos utilisateurs. Et globalement, ils renseignent leur profil. Et en fonction de leur profil et de la contrainte que ça engendre, on dresse un itinéraire qui vient contourner tous les obstacles présents, aussi bien à l'extérieur, sur les trottoirs, dans les transports en commun. Alors ça n'a pas beaucoup d'enjeux à Paris, parce que étant donné qu'il n'y a que la ligne 14 qui est accessible, 14 veut dire qu'il y en a 13 auparavant qui ne le sont pas, donc on ne sollicite pas beaucoup les transports en commun à Paris, parce que globalement très peu sont accessibles. En revanche, on le fait dans d'autres villes. Lyon, qu'on connaît bien, il y a plus de 90% du secteur transport qui est accessible. Il reste juste la ligne A qui... mais globalement, même la rame avant de la A maintenant est accessible, donc de toute façon tout le monde s'en sort. Et ensuite, il y a le guidage intérieur qu'on a commencé depuis peu. Ça peut être pour les stades avec les jeux, pour les mairies, pour les établissements aussi culturels, les musées, les gares, les aéroports et les entreprises privées qui souhaitent rendre accessibles leurs lieux, les centres commerciaux, les carrefours. Donc ça fait de la surface à... Globalement, c'est assez infini. Ça fait quelques années qu'on est concentré sur la partie extérieure. Donc là, on en est vraiment... je sais pas si on est les leaders, mais c'est surtout notre savoir-faire premier. On s'est associé avec une autre entreprise qui, elle, avait ce savoir-faire indoor. Donc ensemble, le consortium qu'on a créé permet d'être vraiment pertinent et d'être, je dirais, le meilleur ami de la personne à mobilité réduite. À partir du moment où elle sort de chez elle, qu'elle a son téléphone dans la main, globalement, elle peut nous garder tout le long de son parcours pour aller chez elle, en partant de chez elle, pour aller jusqu'au métro, dans le métro, pour sortir du métro, aller jusqu'au carrefour, être guidé dans le carrefour pour aller à l'ascenseur le plus proche, au rayon légumes, à l'accueil ou quoi que ce soit, et pouvoir rentrer chez elle en toute sérénité et en toute sécurité.
parce que c'est le gros problème aujourd'hui avec les problèmes de mobilité qu'on a. Ouais. On se met en insécurité parce qu'on va sur la route, on contourne les trottoirs ou quoi. On perd énormément de temps. Globalement, un obstacle, c'est 5 à 10 minutes de perdu pour une personne en situation de handicap ou en mobilité réduite. Donc il y a un enjeu, les gens restent donc enfermés chez eux. Il y a un manque de lien social. Et voilà un petit peu les conséquences de tout ça. Donc voilà ce qui est Street Code. Ouais, je vais faire un peu long, mais... non, mais c'est voilà, c'est génial, comme ça c'est bien clair pour nos auditeurs. Je voyais aussi, pour revenir un petit peu à Swear, et c'est un lien avec Streetco, c'était incubé, Swear, Ouais. c'est aussi incubé, Streetco. Alors, Où c'était, j'avais vu un peu sur LinkedIn, en faisant une petite recherche et tout, t'avais tout un univers, etc. Parce que je pense que c'est... quand tu as une cause comme ça, quand tu as un développement comme celui-ci, il faut pas travailler seul et tu as un développement qui se fait avec plusieurs autres entreprises, avec plusieurs acteurs. Tu parlais de la mairie de Paris par exemple, ou d'une autre, c'est quoi, c'était une app qui vous aidait pour le indoor? ouais, pour l'indoor, ouais, c'est exactement comme Street Code, c'est une autre boîte. Enfin, c'est 2 autres boîtes, Envibe et AudioSpot, qui font ce que l'on faisait à l'extérieur. Donc c'était assez logique de s'associer pour créer une super application et pas créer une énième application. Ouais. Mais le sujet des incubateurs, si c'est bien ta question, Ouais. c'est un vrai sujet. Moi, je suis pas un fervent à 100% des incubateurs. Ouais. Pour autant, je suis pas du tout non plus en affrontement vis-à-vis de cette idée. Ouais. Ça amène beaucoup de choses. Et en même temps, il y a des désavantages. J'ai été incubé du coup avec Swear au Web 612, qui est l'incubateur de la Caisse d'épargne à Lyon, juste à côté des Halles Paul Bocuse et de la Foreign City. Ouais. Pas mal les halles pour faire des petits rendez-vous et se Et réconforter dans la nourriture. Donc ça, c'est un sujet. Là, avec Streetco, on sort d'incubation avec Station F. Ouais. Et on rejoint, on est en cours de candidature, mais j'espère que ça se passera bien. Normalement, au moment de la sortie de ton podcast, on y sera. C'est Operco, donc c'est l'incubateur de la région de Paris, enfin de l'Île-de-France. L'incubateur, ça a beaucoup d'avantages, c'est beaucoup de rencontres. Okay. C'est déjà un cadre de travail hyper intéressant. On est pleinement intégré à l'écosystème, donc ça c'est hyper important. Par contre, voilà, il faut être quelqu'un d'assez ouvert. Y aller en équipe, c'est plus simple. Moi, au Web 612, j'étais tout seul. Globalement, c'était des entreprises qui avaient 2 à 5 collaborateurs. Ouais. Il y en avait qui en avaient beaucoup plus, mais globalement, c'était la moyenne. Et n'étant pas un garçon le plus extraverti, sans être timide non plus, c'est vrai qu'il faut avoir cette démarche d'aller embêter les personnes, d'aller parler de toi. Donc il faut, c'est pas que je suis le roi de l'humilité, mais en fait, on va les gêner dans leur travail pour lui parler de ton projet, pour demander des conseils. Donc ça se fait en plusieurs étapes, c'est difficile d'aller solliciter directement. Ça demande d'être présent aux événements, de se montrer, de faire parler de soi un petit peu pour que lui aussi comprenne qu'il a un intérêt à venir parler. C'est un peu comme ça que marche l'écosystème pour moi. C'est que oui, des personnes vont venir t'aider parce que ce que tu fais est super, mais il faut aussi qu'ils aient un intérêt. Alors soit tu es jeune et ils misent un petit peu sur toi, ils sont contents de suivre ton parcours et ils pensent peut-être, Arthur, je sais pas, j'en ai jamais parlé, mais je sais pas s'il a accepté de m'aider pour justement avoir un jeune à ses côtés et pouvoir le recruter après mon aventure. En tout cas, si c'était le cas, c'est bien joué parce que je les rejoins. Ouais. Mais voilà, il faut créer tout un lien. Faut être assez extraverti pour le faire seul dans un incubateur. Et il y a un côté un petit peu... les désavantages, je dirais, c'est le côté idéaliste, un peu utopique qu'on a tous sur les incubateurs. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment l'impression, et c'est pas qu'une impression, je pense, c'est que quand une boîte rejoint Station F, qu'elle met la photo devant Station F ou à Lyon, le H7 ou quoi que ce soit, dans la tête des personnes qui regardent sur LinkedIn, sur Instagram ou quelconque. C'est qu'elles ont pété. Voilà. Alors là, c'est un peu comme la levée de fonds, c'est waouh, c'est bon, elle a réussi. Loin de là, le process est encore loin et je pense que ça désavantage certaines entreprises ou du moins ça renvoie une image qu'il faut peut-être pas forcément renvoyer. C'est pas une fin en soi, loin de là. Par contre, effectivement, ça te permet d'avoir des bureaux, d'avoir un accompagnement pour beaucoup. Il y a quand même un accompagnement moi, au Web 612, j'ai rencontré des personnes super, Maud Charab sur la partie tech, Pauline Rose sur la partie communication, Jules Ferrer sur la partie plus finance. Donc, c'est des mentors qui viennent t'accompagner et surtout te conforter dans ton développement. Parce que quand tu crées une boîte, tu crées chaque jour beaucoup de choses. Et c'est intéressant de savoir les confronter. On dit tout le temps, cache ton idée si elle est trop bonne ou quoi. Alors là, moi, je suis pas du tout à faire cette idée. Va en parler, va recueillir des conseils. Encore plus si tu es jeune, tu peux beaucoup te tromper. Donc, trompe-toi pour apprendre. Donc voilà, il y a des avantages, il y a des désavantages. Globalement, je recommande à quelqu'un d'y aller.
Mais moi je me souviens avoir fêté l'arrivée Web 612 comme si j'avais fait, j'avais vendu 15 millions ma boîte, alors que pas du tout, au contraire c'est le début d'un gros travail. Donc c'est une belle étape, mais c'est pas du tout une fin en soi et ça veut absolument pas dire qu'on a réussi d'être. Parce que c'est quoi les problématiques de la tech aujourd'hui quand tu te lances, toi tu sais coder, vous êtes accompagné là-dessus. Je suppose que développer une application, surtout une application à grande échelle comme la vôtre, c'est plus complexe que l'expliquer comme ça, tu vois. Tu vois un peu les problématiques que tu rencontres au quotidien pour les personnes qui nous écoutent, parce que là on voit le produit entre guillemets fini, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de boulot avant. Tu disais que ça faisait 7 ans qu'il était sur le projet. C'est quoi un peu entre guillemets les galères que tu as eues? Si je peux donner un tips à les personnes qui nous écoutent, qui peuvent être assez jeunes peut-être, c'est d'avoir un meilleur pote qui sait coder. Parce que moi, c'est clairement ce qui me manque. S'il y en a un qui cherche un meilleur pote, cherche un meilleur pote, je suis dispo s'il sait coder. Non, en vrai, plus sérieusement, le code, c'est un vrai sujet. Soit c'est des grosses contraintes financières, et nous, c'est ce qui s'est un petit peu passé chez Swear, c'est qu'on a dû investir pas massivement, mais faire un gros premier investissement qui est un peu un pari parce que ton idée, elle est pas du tout prouvée, elle est pas du tout sûre de réussir. Et tu l'as pas vendu encore. Et je l'ai pas vendu, il n'y a pas eu de POC, il y a rien eu en fait. Donc c'est vraiment un investissement sur une table hyper risqué quoi. Ça c'est quand on n'a pas. Mais quand tu as des copains, des connaissances ou quoi qui savent coder, là c'est un vrai avantage. Arthur, avec Streetco, s'est rapidement rapproché d'un développeur. Du coup, tout est développé en interne par 2 développeurs aujourd'hui et beaucoup plus sur la partie GPS où on est 3 entreprises sur le sujet. Donc voilà, le développement, ça peut être une immense barrière. Moi, globalement, j'ai eu pas mal d'idées. J'aurais adoré les développer. Je les aurais peut-être développées ou quelques idées si j'avais su coder. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je ne sais pas du tout coder. Je ne connais pas énormément de codeurs et je pense que c'est un gros frein. Parce que ça demande du coup de solliciter beaucoup d'investissements quand on veut lancer une idée. C'est un petit peu plus dangereux, mais sur la tech, c'est un immense enjeu. Le développement le développement technique avance énormément. Il y a le sujet de l'IA désormais qui prend une part hyper importante. Il faut être assez connecté sur ces sujets. Donc moi, mon tip, c'est s'éduquer sur tous ces sujets. Comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Il y a le no-code aujourd'hui qui permet aussi de résoudre plein de soucis. J'essaie de m'informer sans savoir non plus le faire, mais ça te permet d'avoir un gage un petit peu plus important de confiance, qualité quand tu rencontres un développeur. C'est un peu comme un plombier ou un garagiste, globalement, tu n'as pas de connaissance de ce qu'il va faire, donc s'il veut t'annoncer 50 000 ou 20 000, globalement, tu sais pas trop comment réagir, à part si tu fais plein de devis différents pour essayer de comprendre un petit peu l'enjeu. Mais voilà, c'est avoir des notions pour avoir un certain esprit critique et essayer de faire le meilleur choix. Mais la partie tech, aussi bien sur des sujets financiers que sur des sujets de service à la personne, de food ou quoi que ce soit, c'est un gros enjeu. Il faut y répondre aujourd'hui par rapport aux tendances actuelles du marché et c'est important de bien s'entourer sur ces sujets. Ok, super. Et sur la partie financière, comment la santé économique de l'entreprise, comment elle se déroule, comment vous vous rémunérez, comment le Streetco va gagner de l'argent sur toute cette partie. Alors, l'application, généralement, elle est gratuite. Waze, clairement. Nos 2 applications sont gratuites. Donc, j'ai pas donné le nom, je crois, mais donc on a Streetco pour la collecte de data qui est ouvert à tout le monde. Globalement, c'est une solution pour contribuer, pour s'inscrire dans une marche à impact. Tu vois, là, moi, je suis venu, j'avais 10 minutes de marche. J'ai branché Streetco, il y avait des zones de travaux. J'ai juste pris une photo. On a une IA en fait qui vient détecter si c'est une poubelle, si c'est une zone de travaux, qui exactement comme Waze laisse plus ou moins longtemps d'implication. Un escalier, il va rester à vie, tandis que une poubelle va y rester 2 heures avec une mal garée 3 heures, etc. Donc c'est un engagement quotidien en fait qui permet d'avoir une marche à impact. Globalement, ça coûte pas grand-chose. C'est sympa de le faire par moment. Et ensuite, on a StreetNav qui est là notre GPS. On va en parler pour les personnes à mobilité réduite. On a 2 business models un peu différents, très différents. Le premier, il s'adresse à Streetco. On propose, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais des challenges de sensibilisation pour les entreprises, les associations et les écoles. C'est globalement avec les entreprises qu'on gagne de l'argent. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un challenge solidaire et social où les collaborateurs vont devoir collecter de la donnée, améliorer l'accessibilité autour de leur foyer, autour de leur bureau, etc. En gagnant des points. Il y a également une partie de quiz et d'articles qui, à leur réponse et à leur lecture, permet également de gagner des points pour assurer une sensibilisation sur divers sujets possibles, le handicap, la mobilité, l'accessibilité,
plus largement aussi la RSE. Ça, c'est ce qu'on fait avec des entreprises, globalement plutôt des grosses entreprises. On a déjà adressé plus de 100, ce qui représente à peu près 200 000 salariés sensibilisés. Ouais, et en termes de données, de surface, etc., ça correspond à quoi? En termes de collecte? Ouais, en termes de collecte. Alors, te donner un chiffre, c'est compliqué, mais globalement, une entreprise sur un challenge arrive à collecter, je ne veux pas te dire bêtise, je vais essayer d'y aller avec une louche assez importante, mais environ 10 000 données. Okay. Donc, c'est soit des obstacles, soit des signalements de rue accessibles. Ouais. Donc, c'est assez important. Et ensuite, on essaie de travailler sur la rétention, c'est-à-dire qu'à partir du moment un change, c'est de 2 à 4 semaines. Ouais. Savoir que, voilà, combien de personnes vont rester sur l'application sur le premier mois, dans les 3 mois qui suivent. Et c'est ça qu'il faut qu'on améliore. C'est arriver à vraiment fidéliser, satisfaire et fidéliser les utilisateurs des entreprises pour qu'elles perdurent et avoir beaucoup d'utilisateurs, je dirais, bénévoles sur l'application. Donc ça, c'est la partie challenge. Et la seconde partie du business model, qui est notre business model vers lequel on se dirige, qui est assez nouveau et qui est clairement le futur pour Streetco, c'est une partie qu'on appelle Smart City. Okay. On collecte toute la donnée, on l'envoie sur notre GPS et ce GPS on le met à disposition des villes, soit avec notre propre GPS, donc StreetNav pour les villes qui n'ont pas d'application de mobilité existante. C'est comme le cas pour les petites villes. Non, à Paris, tu peux avoir Bonjour RATP, Île-de-France Mobilité, Citymapper. Donc c'est plutôt pour des petites villes. Tu vois, j'étais à Saint-Chamond dernièrement, à côté de Lyon. Bon, eux, ils n'ont pas d'application de mobilité. Donc StreetNav devient une application de mobilité pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi pour les piétons. Ça permet d'avoir les transports en commun. Ça permet en fait de créer un GPS pour la ville. Ça, c'est la première chose, mais c'est pas forcément celle qu'on pousse le plus. Nous, ce qu'on préfère, c'est vraiment créer une super application, s'indexer directement dans une application existante qui souffre, non, au contraire, qui sert déjà sur une vague d'utilisation de confiance assez importante. On peut citer Citymapper par exemple. Ouais. On arrive à Paris, on se branche avec Citymapper. Tu as un filtre PMR que tu peux activer qui te permet en fait de basculer sous marque blanche, donc toujours sur Citymapper, sur les données Streetco et de pouvoir avoir un itinéraire adapté sur Citymapper directement. Donc, en fait, c'est du transfert de données. Ça, on le fait avec les villes et on leur permet également d'avoir un tableau de bord qui permet de connaître l'état d'accessibilité du territoire en temps réel, savoir là où il y a beaucoup trop de travaux et il faut alléger cette partie-là, savoir aussi par où passent les personnes à mobilité réduite. Donc demain, la ville de Paris veut créer 100 rampes d'accessibilité à des magasins. Autant utiliser le tableau de bord Streetco, le faire à des endroits largement fréquentés par des personnes en fauteuil roulant et autres, que de le faire dans un quartier où tout va bien, personne n'en a besoin. Ça serait assez bête d'investir là-dessus. Donc voilà un peu ce qu'on fait avec les villes. Donc on travaille déjà avec plus de 20 villes en France. Une ville à l'étranger qui est Dublin, mais ça peut s'étendre assez rapidement à l'international. Et on a récemment signé avec Paris et les JO pour qu'on devienne l'acteur de la mobilité piétonne pendant les Jeux. L'état d'accessibilité du territoire, il est assez complexe. Globalement, territoire de Paris de Paris, si on veut parler à la majorité des Jeux, c'est partout en France, mais il y a une belle partie quand même à Paris. L'état d'accessibilité est assez compliqué. On a 100 jours au moment de l'interview pour sauver les Jeux. Ça va être compliqué, mais avec Streetco et avec l'engagement de chacun, des entreprises, des bénévoles, des assos, etc., on peut essayer d'améliorer l'accessibilité et c'est ce qu'on va tenter de faire avec ce contrat. Donc voilà, on s'adresse avec les villes, pas encore avec Lyon, mais je compte très bien m'en occuper et essayer de tout faire pour avoir Lyon parce que ça m'est cher. Mais voilà un petit peu les deux business models, un avec les entreprises, un avec les collectivités. Et là tu poussais les gens via des collectes en entreprise, etc. Est-ce que c'est pas, alors je dirais pas que c'était contraignant comme Waze, mais tu vois, demain, toi tu as envie de récolter des données. Je vois sur Waze par exemple, ça récolte automatiquement tes données en temps réel un petit peu. Est-ce que vous, ça c'est en temps réel, ça le fait aussi c'est-à-dire que globalement, si tu as 2 minutes, t'es arrivé juste après moi, si j'avais 1 minute d'avance et que j'ai signalé une poubelle et que t'es en béquille ce jour-là et que la poubelle gêne ta mobilité, on va te proposer directement un itinéraire contourné. Globalement, il y a 2 à 3 secondes entre l'envoi sur Streetco et l'air de Genève, donc c'est en temps réel. C'est aussi l'intérêt de là parce que si la poubelle elle arrive 10 heures après, globalement déjà la poubelle n'y sera plus et ça aura aidé très peu de personnes. Donc tout est en temps réel, exactement comme Waze. La seule chose c'est qu'on change d'appli. Avant on était sur une seule et même appli, mais les contributeurs n'étaient pas les bénéficiaires.
Donc ça avait vraiment du sens, même si ça peut paraître un peu bizarre, de créer 2 applis. Les personnes à mobilité réduite ne contribuaient pas énormément parce qu'elles sont encombrées, elles ont déjà beaucoup de choses à faire et un itinéraire, déjà un certain challenge, un certain parcours du combattant un peu pour eux. Donc eux, ils utilisent StreetNav et nous, pour l'instant, pour qui tout va bien, pour tous les collaborateurs et autres, on s'inscrit dans une démarche à impact social avec l'application Streetco qui envoie donc les données directement sur StreetNav. Et aujourd'hui, il y a combien d'utilisateurs sur cette appli, je suppose que vous avez peut-être des concurrents. Ouais. Comment tu vas les régler un peu tout ça et inciter les personnes à mobilité réduite à aller venir utiliser ton appli, sachant que c'est pas évident déjà de temps en temps d'y penser. Ouais. C'est peut-être aussi sortir d'une routine. Est-ce qu'il y a des choses qui vont pousser à aller utiliser l'appli? Ouais, l'enjeu réel, il est avec Streetco, l'outil de collecte. Ouais. Globalement, avec StreetNav, on s'adresse aux personnes à mobilité réduite qui sont très mal adressées sur le marché. Okay. Donc, on répond à un vrai besoin. Si je peux donner un exemple, on a signé avec Brest fin novembre. On n'avait pas énormément communiqué sur l'arrivée de StreetNav à Brest. Mais bon, voilà, il y avait quelques affiches dans la mairie, notamment pour les personnes seniors et autres. On avait pour objectif d'adresser 1000 personnes en décembre. Donc, il y a 1000 itinéraires avec personnes uniques qui avaient lancé un itinéraire sur StreetNav. On a explosé cet objectif parce qu'il y a eu 15 000 itinéraires calculés. C'est un chiffre qui te permet, et puis j'en ai plein d'autres, mais qui te permettent vraiment de montrer que le besoin est réel du côté des personnes à mobilité réduite. En revanche, c'est pas un besoin de collecter de la donnée. Donc, c'est là qu'il y a énormément d'enjeux. Je te parlais de rétention tout à l'heure avec les entreprises. C'est un sujet. Avoir une marque vraiment B2C à l'avenir, c'est vraiment un de nos objectifs pour vraiment être utilisé exactement comme Waze. Et que Streetco devienne un petit peu, quand tu arrives dans ta voiture, globalement aujourd'hui tu mets la clé dans le contact, tu allumes tes feux s'il fait nuit et tu branches Waze. C'est une des 3 premières actions. Alors nous, clairement, on va pas dire que quand tu sors de chez toi, tu branches Streetco. On n'en est pas encore là, mais ça peut être un objectif. Devenir en fait une sorte de plan, donc un super GPS pour piétons pour qui tout va bien, et de pouvoir en même temps de suivre son itinéraire, parce que globalement on reste devant notre téléphone, signaler hyper simplement des obstacles. Ça, c'est un enjeu. Par rapport à la concurrence, notre association avec les 2 autres entreprises permet d'y répondre assez rapidement. On a décidé d'être une super application pour faire de l'outdoor, des transports qu'on appelle multimodaux, donc des transports en commun, mais tout type de transport, et de l'indoor. Ça te permet vraiment de répondre à un besoin global et de ne pas solliciter une première application qui fait de l'outdoor, une deuxième application qui fait des transports et une troisième application qui fait de l'indoor. Donc ça, c'est notre atout numéro 1. L'atout numéro 2, c'est qu'on est les seuls à s'occuper des obstacles temporaires. 70% de la donnée, et c'est la vraie donnée qui gêne, parce que globalement, tu connais l'état d'accessibilité de ton quartier. Une fois que tu l'as fait 2-3 fois, tu sais où sont les escaliers, où sont les trottoirs étroits, tu les empruntes plus. Le vrai enjeu, c'est les obstacles temporaires. Nous, c'est ce qu'on adresse. Donc voilà sur la concurrence. Et ensuite, quel était le début de ta question? Je parlais de... je sais plus, j'ai complètement... Mais bon, pour conclure, l'immense enjeu, il est sur Streetco. Là, on s'est occupé de StreetNav parce que l'enjeu était hyper important. Il n'y avait pas encore de vraie solution. Ah si, j'ai retrouvé, c'était le nom d'utilisateur. C'est ça, le nom d'utilisateur. Sur Streetco, on en a 40 000 mensuels, donc c'est bien. Mais voilà, pour couvrir le territoire français, il va falloir beaucoup plus. En revanche, sur StreetNav, on en a 60 000 mensuels. C'est bien par rapport à tout ce qu'on a fait, mais globalement, c'est assez faible. En fait, t'as combien de personnes à mobilité réduite en France? En France, on a 20 millions. Il y a une personne sur 3. Et il y a même une stat qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est 86% des personnes, des 65 millions de Français, souffrent de complications lors des déplacements quotidiens. Ça peut être ton exemple tout à l'heure avec tes valises. Globalement, il y a 9 Français sur 10 qui au quotidien ont une galère de déplacement. Nous, on s'adresse aux 20 millions de Français qui souffrent de déplacement, qui sont à mobilité réduite. On en est plein, parce que on a 60 000 chaque mois. En revanche, on avait très peu communiqué. StreetNav est sorti il y a 2 semaines. Donc, c'est assez jeune. Avant, on était Streetgo, c'était une autre appli. Les 60 000 font partie aussi de Streetgo. On n'a pas eu 60 000 utilisateurs en 2 semaines pour la compréhension. Par contre, là, on a énormément de sorties presse qui arrivent. On va être très médiatisé parce qu'on a signé avec Paris, parce qu'on a signé avec les Jeux, parce qu'on est vraiment un bel outil. On travaille sur une collaboration... je ne vais pas les citer, mais avec plein d'acteurs pour rendre des gares accessibles, des aéroports, pour vraiment avoir une solution complète. Et les sorties presse vont nous permettre d'être plutôt très connus, donc d'être utilisés.
Les villes Ouais, sont c'est également ça. très séduites à partir du moment où globalement on parle de toi en un et en deux d'autres villes, ou même c'est peut-être la solution une la mieux, enfin la deux la mieux, mais d'autres villes On a t'ont cherché. utilisé. Ouais. Le meilleur vendeur pour des villes, c'est les autres villes. C'est pas toi, c'est pas mon équipe ou quoi que ce soit. C'est vraiment les villes entre elles qui parlent de toi. Oh, j'utilise Streetco, c'est incroyable. Brest a gagné un concours de la meilleure application en gros en France parce qu'elle utilisait Streetco dans sa base de données. Bon bah voilà, bah, ça va rayonner sur toutes les villes françaises et Paris, Lyon, peut-être Saint-Étienne, etc., vont utiliser StreetNav et l'intégrer directement dans leur appli parce que ça marche très bien dans d'autres villes. Donc voilà, on en a 60 000 aujourd'hui, mais on tend à exploser très prochainement. Il y aura certainement une levée de fonds aussi qui va arriver pour se développer aussi à l'international, avoir globalement des country managers, avoir des équipes en soutien, parce que Ouais, votre les équipe, c'est quoi collectivités, ça prend du temps. Aujourd'hui, on est une équipe d'une dizaine de personnes, Ouais. fondée donc par Arthur, Elba, le fondateur. Ensuite, on est seulement 3 CDI. Ouais. Donc on est une petite équipe et derrière, bon, bah, on a des alternants, des stagiaires qui nous équipent. Vous recrutez, Vos épaules, pardon. vous comptez un petit peu. On recrute, on recrute des business développeurs, des personnes qui vont porter la communication de Streetco. Voilà, on recherche des personnes aussi qui ont une certaine envie d'entreprendre parce que c'est un peu ce dont on parlait avant l'interview. En rejoignant Streetco, moi j'ai l'impression de continuer d'entreprendre. Alors aussi parce que je vais m'associer très prochainement avec Arthur sur le sujet, mais parce que quand on est dans une petite équipe avec un projet aussi important, c'est la vie d'un entrepreneur. Ouais. Il y a les galères, il y a les réussites, il y a cet ascenseur émotionnel qui est pour moi la parfaite illustration de ce qu'est l'entrepreneuriat. Il y a la rigueur à avoir, cet esprit de clairvoyance en fait, pour ne pas aller droit dans un mur. On a clairement l'impression d'être son propre chef d'entreprise. Chaque jour, il y a des nouvelles hyper importantes. L'impact qu'on apporte dans l'entreprise est total. Si t'es mauvais, t'apportes rien. Si t'es très bon, t'apportes beaucoup de choses. Et là, t'as l'impression d'être comme dans ta boîte en fait, parce que tu peux faire basculer. Moi, c'est ce qui m'a toujours animé dans l'esprit entrepreneurial ou dans une startup, c'est d'avoir un impact fort. Globalement, chaque jour, moi, j'essaie d'avoir beaucoup d'impact chez Streetco. J'y arrive pas. C'est quoi ton impact chez Streetco par exemple? Chez Streetco, j'ai de l'impact aussi bien sur je m'occupe du commerce, du marketing et de la communication. Ok. Je m'occupe de ces 3 sujets. J'essaye d'être présent pour les 3 sujets et de bien répartir mon temps. Mais je pense que l'impact que je peux avoir, c'est ce que j'ai appris, notamment chez Swerve, qui a été un apprentissage monstrueux. C'est avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations, d'être connecté au marché de la prospection, au marché de la communication et au marché du marketing. Je pense que j'ai un esprit créatif. Ouais. Peut-être, je suis pas vraiment un salarié à proprement parler. Exécuter, j'y arrive, mais j'aime être dans la création, dans la stratégie. Arthur me laisse cette place et j'en suis vraiment ravi et encore plus de le faire avec lui. Donc voilà ce que j'apporte de la nouveauté, de l'innovation. Je viens tout le temps avec des idées, mais c'est pour ça que ça marche bien chez Streetco. C'est que il faut des gars qui ont des idées, des gars qui ont envie de plancher sur des sujets, qui ont envie de changer tout le temps les choses. Mais il faut aussi des gars qui veulent aller droit, qui pas exécutent dans le mauvais sens du terme, mais qui mettent en place les bonnes pratiques, les bons sujets. Et c'est pour ça qu'on est assez complémentaires. Je pense que si on est une équipe que de personnes comme Arthur et moi, ça peut être compliqué. Parce qu'on va vouloir changer la boîte tous les jours, alors que pas du tout. Il faut utiliser des bonnes idées, mais il faut savoir faire un tri et ne pas tout tenter. Donc Streetco, c'est ça qui est très cool, c'est que c'est un projet ancien, mais très, très malléable, très, très agile, qui permet chaque jour de le modifier, de l'améliorer. Et on a l'impression, sur les 6 derniers mois, vraiment qu'on est en croissance constante. Alors, les chiffres le prouvent, notre réussite, notre impact, etc. également. Mais tout ce qu'on a en tête semble plutôt bon. Et on en parle avec les villes, on en parle avec les entreprises. Et le développement futur semble très beau. Donc on a vraiment hâte de mettre tout ça en pratique. Et là, je vois aujourd'hui, tu as 23 ans, tu me disais. Tu as des perspectives un peu d'évolution alors dans la boîte, en t'associant, etc. Est-ce que tu as envie de développer d'autres choses, pousser encore Streetco un peu à son maximum via cette association et via ce développement dont on parlait? C'est quoi un peu les perspectives de Marin à moyen, à long terme? Qu'est-ce que tu as envie de faire C'est une très bonne question. Je suis jeune, mais je suis vraiment quelqu'un d'ambitieux. Donc, je me cache jamais derrière mon âge.
J'ai l'impression d'être Mbappé quand je dis ça. Ouais, il se dit pareil. pas d'âge. Mais non, plus sérieusement, moi on me dit souvent, ouais, t'as 23 ans, détente, etc. Ah, parce qu'il y a beaucoup de gens de ton âge qui sont encore en sortie d'études. Ouais, clairement. De toute façon, moi j'ai été diplômé il y a 2 mois, donc je sors aussi d'études, mais voilà, j'ai eu Square qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. J'ai un peu un chrono derrière moi, pas qui me stresse, mais qui me fait bouger tous les jours. Ouais. Square, c'était une superbe aventure. Très dur parce que seul, ça veut aussi dire, seul avec Pierre-Loïc, mais pas une équipe, pas un projet encore commercialisé. Ouais. Donc en fait, c'est pas de salaire, c'est travailler un petit peu dans le vent, ou du moins t'as pas de. C'est pas comme si tu tiens un restaurant, là t'as des murs, t'as des choses sur lesquelles t'appuyer. Moi j'ai mon Mac et j'ai rien d'autre, j'ai mes dossiers, mais globalement je suis tout seul, personne ne me connaît, c'est assez difficile. Ça c'était la partie de création. J'ai eu la chance de rejoindre la Streetco pour faire du lancement, parce que le lancement avec les collectivités est globalement proche de mon arrivée. Donc moi j'ai vraiment l'impression d'avoir rejoint une nouvelle boîte et de créer une boîte à côté d'Arthur, et c'est ça qui me booste. Moi j'ai toujours besoin d'être dans cette création. Travailler pour moi aussi, parce que je pense que si on veut réussir, il faut aussi beaucoup travailler, c'est un engagement quotidien. Je pars du principe que le travail c'est peut-être un des trucs qu'on fait le plus dans notre vie. J'ai pas calculé, mais si tu bosses 10 heures par jour, globalement il y a 24 heures dans une journée, donc peut-être que tu dors un petit peu plus que tu ne travailles, et encore je suis pas sûr dans ta vie, donc autant faire quelque chose qui te plaît. Moi faire quelque chose qui me plaît, c'est créer des choses, travailler et tout donner pour la boîte, mais aussi pour que ça me revienne entre guillemets. Ça m'embêterait d'être salarié et d'avoir aucune conséquence de ce que j'apporte. Ouais. Donc créer et continuer ça avec Streetco dans un court et moyen terme, parce qu'il n'y a aucune raison de partir pour l'instant. Le projet est vraiment, comme je disais, assez ancien, mais finalement assez à ses débuts. Les applications sont sorties il y a peu de temps. Il y a eu quelques galères avant qui, en fait, j'ai un petit peu de chance, je suis arrivé au bon moment. Ouais. Mais c'est cool parce que j'ai eu les galères de la création avec Square, le lancement assez optimisé avec Streetco. Maintenant, il faut le soutenir, il faut faire une première croissance de start-up, ensuite de scale-up. Et je suis pas du tout pressé à partir, j'apprends énormément avec Arthur. Par contre, j'ai d'autres idées en tête, j'ai cette ambition, mais j'en ai également plein d'autres. Donc je pense pas m'arrêter tout de suite. Et l'objectif, c'est de créer 2-3 sociétés qui peuvent très bien marcher, s'auto-suffire, ce serait encore mieux, qu'elles puissent se répondre entre elles. Et globalement, je pense, je peux m'engager, et globalement, je pense que je rejoindrai jamais une grosse boîte en tant que salarié ou quoi, ça me plairait, je pense pas du tout. Du moins aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. J'aime cette autonomie, cette liberté, de pas rendre de compte à quiconque, pas parce que je suis un gars immanageable, mais parce que j'aime cette liberté de pouvoir créer des choses, pouvoir venir te voir l'après-midi sans avoir à poser ma journée, à badger, tu vois, c'est mon organisation. Ça, c'est assez important. Par contre, l'entrepreneuriat demande beaucoup d'engagement. C'est pas forcément des sorties, tu loupes des week-ends entre amis. Bon, voilà, si tu arrives à bien t'organiser, c'est pas que c'est un peu faux, mais c'est un engagement, mais tu peux quand même faire des choses dans ta vie si tu t'organises bien. Moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ça met vraiment le travail au cœur de ta vie, par exemple. Mais moi, j'adore travailler, j'adore créer des choses, mais parce que c'est pour moi. Si je travaillais pour quelqu'un d'autre et que j'exécuterais les ordres de quelqu'un sans faire des choses qui me plaisent vraiment, ça m'embêterait un petit peu. Là, chez Streetco, j'ai la chance de faire du commerce, de la com et du marketing. Donc c'est beaucoup de sujets, mais j'aimerais pas du tout en abandonner un des trois. Parce qu'ils me permettent d'avoir des journées différentes chaque jour. Ils me permettent de découvrir des trucs différents, de mettre en place les idées globalement qui sont dans ces 3 secteurs à chaque fois. J'ai des idées tech, mais j'ai pas de quoi les développer. Donc j'envoie mes messages, mais je laisse les développer derrière. Non, j'ai pas encore mon meilleur pote. Donc voilà, il y a tout ça. Globalement, je veux rester entrepreneur. Continuer à créer plein de choses aux côtés d'associés, parce que c'est aux côtés de personnes que tu apprends énormément. Il faut avoir cette interaction, ces échanges, et surtout, parce qu'on n'en a pas énormément parlé, mais c'est continuer à rencontrer des personnes. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de rencontres. Parce que je vois, là tu développes, tu vas chercher des villes, etc. Mais je pense que c'est quand même du réseautage avant. C'est être un acteur un peu de l'économie locale, c'est aller voir un peu les maires, comment ça va se passer aussi pour développer tout ça. Pour la partie ville, c'est aller voir les maires, aller voir les élus, aller voir des députés, aller voir des chargés de projets handicap, projets mobilité, d'accessibilité urbaine. Mais c'est un monde que je connaissais pas du tout. Donc j'y goûte et j'apprécie. Il y a le côté administratif, etc., qui est franchement un peu long, un peu redondant, et il faut savoir s'accrocher. C'est aussi un peu l'ascenseur émotionnel de l'entrepreneuriat, c'est que un rendez-vous peut très bien se passer avec une ville, mais ça peut mettre 1 an et demi avant de signer, et ça il faut savoir l'appréhender. Mais voilà, il y a les rencontres business, et il y a les rencontres, on en a un petit peu parlé, mes mentors.
Moi, j'aime énormément apprendre aux côtés de personnes. J'ai des choses à apprendre à l'infini. J'ai la chance d'être plutôt très bien entouré parce qu'il y a eu Swear, parce que maintenant il y a Streetco. Je suis entouré par des personnes qui ont fait des choses super en termes d'entrepreneuriat, qui en ont beaucoup réussi ou enfin pas besoin en fait. Hein. C'est juste des personnes qui ont vécu des choses, qui sont prêtes à m'accompagner. Et moi, franchement, j'adore ça. C'est le plus gros tips que je donne à des gars que je rencontre. C'est va rencontrer des personnes, va parler, soit de ton projet, mais aussi, en fait, parle pas que de toi. Il faut qu'il y ait un intérêt des deux côtés si on veut que ça se passe bien. Donc, c'est être curieux, aller découvrir des choses, perdre du temps, alors pas trop, mais aller faire des petits déjeuners, aller manger avec des gars, pour justement apprendre à les connaître et développer ton propre réseau. Moi, c'est pas une technique, mais j'aime vraiment tous les 2 mois avoir des nouvelles des 5-6 personnes qui comptent beaucoup pour moi d'un point de vue professionnel et même personnel petit à petit parce qu'ils m'accompagnent, ils me donnent énormément de choses, ils me font confiance. C'est un petit peu ce qui s'est passé en fait avec Arthur. Il m'aidait et je recevais ses conseils avec grand plaisir. Et tu vois, finalement, ça aboutit sur une superbe opportunité, l'opportunité de le rejoindre, de créer un super projet. J'en ai quelques autres et vraiment, c'est le côté que je préfère à l'entrepreneuriat. Et je pense que ça améliore la chose qu'on soit jeune, c'est que c'est plus facile. Enfin, on a envie de donner, je pense, quand on est plus âgé, à des jeunes qui ont vraiment envie et qui montrent qui sont motivés à créer des choses. Moi, j'ai la chance de recevoir ce sujet et c'est vraiment le point le plus fort et qui me donne envie de travailler chaque jour, d'entreprendre, de mettre au profit mes idées. C'est vraiment de pouvoir les rencontrer, continuer de discuter avec eux et apprendre à leur côté beaucoup plus que aux côtés de certains profs ou de manière autodidacte sur YouTube ou quoi. Le contact humain et le fait de se partager l'expérience, vraiment aucune valeur. Quoi. Enfin, justement, on n'a pas de prix. On n'a pas de prix. Ouais, on a beaucoup de valeur, justement. Et tu me parlais de la partie entrepreneuriale, etc. Ouais. Je vois que c'est quand même un secteur qui est quand même énormément à la mode. Ouais. On voit des entrepreneurs un peu de partout sur LinkedIn, j'ai entrepris là-dedans, j'ai monté une boîte là-dedans, etc. Est-ce que tu vois pas un peu une hype autour de tout ça parce que c'est bien beau de monter des entreprises, mais il faut qu'elles gagnent de l'argent, il faut faire vivre des gens. C'est quoi, toi, le bon indicateur qui va permettre à une boîte d'être vraiment crédible aux yeux du grand public et aux yeux de tous? Je suis assez d'accord avec toi. Il y a une énorme hype. Clairement, j'en étais le parfait exemple avec Swear, je pense. Ouais. Je communiquais beaucoup, je montrais ma tronche, je faisais des likes, etc. J'avais plein de commentaires, c'était génial. Et c'est un peu comme l'incubateur. Tu vois, moi à l'époque, je faisais des likes, des commentaires, j'étais partagé et tout, j'étais trop content. Mais en fait, à un moment, je me suis mis face à ça et je me suis dit, mais mec, en fait, t'as absolument rien réussi. Alors oui, il y a des gars qui t'ont écrit. Honnêtement, LinkedIn, c'est incroyable parce que quand tu postes sur un sujet, que tu poses des questions, que tu informes, tu as un nombre de retombées mais qui est impressionnant. Moi, à un moment, sur Square, je faisais de l'éducation financière. Donc, j'apprenais des éléments au fait que j'avais appris quelques temps auparavant parce que je n'étais pas un expert. Donc, je pense que je le faisais plutôt bien parce que j'avais pas ce langage financier pour les experts financiers. Globalement, Pierre-Loïc m'apprenait des choses, donc mon associé, avec l'esprit financier, donc des mots hyper compliqués. Moi, je le traduisais en éléments simples et ça plaisait plutôt. Donc j'avais vraiment, 15, 20, 25 messages à chacune de mes communications, plutôt des très belles opportunités. Donc je continuais là-dessus. Et en fait, c'est vrai que petit à petit, tu te rends compte que soit pas que tu perds du temps, mais tu t'inscris dans un truc qui a finalement pas énormément de valeur, ou du moins il faut concrétiser derrière. Je pense que c'est bien de communiquer. LinkedIn est un super réseau social. Mais attention, c'est pas... Oui, non, mais c'est top. Mais voilà, c'est pas un synonyme de réussite, il faut pas s'y perdre. Et aujourd'hui, effectivement, je sais pas, sur 100 startups qui communiquent, il y en a peut-être 2 qui rapportent de l'argent. Je suis peut-être un peu dur, mais globalement, ça doit être à peu près ce prorata. Il faut faire attention. L'objectif d'une boîte, c'est pas d'être connu, c'est pas de marcher sur LinkedIn, c'est pas de faire des likes, c'est pas d'avoir 10 000 abonnés. C'est de faire de l'argent ou du moins réussir. Donc, tu vois, on veut gagner de l'argent, mais on veut aussi réussir à rendre le monde plus accessible. C'est une mission qu'on a envie de porter. LinkedIn l'aide, mais c'est pas une fin en soi. Donc il y a une énorme hype. Moi, je suis content d'y être aussi parce qu'en fait, ça permet, comme je disais, de rencontrer plein de personnes. Mais attention à ne pas faire que ça. Attention à ne pas vibrer qu'avec ça et de s'arrêter là, clairement. Mais après aussi, il y a plein de mentors, comme je disais, qui aident les jeunes et qui le font. Sur une période de 6 mois, c'est très facile, mais des gars qui restent vraiment longtemps et qui marquent par leur combativité, leur rigueur, leur envie vraiment. Il n'y en a pas non plus des masses, donc voilà, il faut faire preuve de rigueur, un peu de clairvoyance. Et je pense que tu sors du lot petit à petit. Mais ouais, il y a clairement une hype énorme, une course au like, une course aux abonnés assez intéressante.
Maintenant, j'utilisais un peu comme ça LinkedIn avant. Ouais. Maintenant, j'utilise vraiment comme, enfin, tu vois, toutes mes prospections sont sur LinkedIn. Tous les clients avec lesquels je signe, que je trouve, avec qui je discute, sont via LinkedIn. C'est une force majeure. Encore plus quand l'emailing est devenu complètement démodé. Donc voilà, c'est un peu comme les incubateurs, c'est un peu comme tous les sujets qu'on a évoqués. Il y a un côté bien et il y a un côté où il faut un petit peu se méfier. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Et je pense qu'il faut voir ça aussi un peu en s'amusant. Moi, je vois LinkedIn, j'aime bien m'amuser là-dessus, aller voir mes potes commenter. Tu commentes, tu fais le truc très corporate, etc. Où tu tires bien les pompes de tes copains alors qu'ils viennent d'avoir un stage. Ils étaient impressionnés, ils ont monté une multinationale. Et non, alors ce que je trouve super avec ce genre d'outils, c'est que tu vas pouvoir rendre accessibles des contenus qui l'étaient pas forcément et que tu trouvais pas du tout sur Instagram, sur Facebook, même sur TikTok, et même si ça commence à arriver. Hein. Non, mais ça te permet d'avoir une visibilité qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup de poids. Ouais. Par contre, voilà, il faut savoir se faire connaître. Moi, au début, enfin, je dis au début, mais ça continue. Après, je me suis un petit peu calmé. Mais comme tu dis, c'est envoyer tes posts à tes potes qui like. Les gars, ils se foutaient un petit peu de toi. Moi, je leur fais un petit coup, mais ils en peuvent plus que je leur envoie mes posts à chaque fois que je communique. Je leur demande un petit like, un petit commentaire. Globalement, c'est pas grand chose, mais c'est un peu l'esprit Jean-Michel Startup, comme on aime dire entre nous. Donc voilà, il y a ce côté-là, mais par contre, c'est énormément d'opportunités. C'est une visibilité hyper importante. Et ça permet plein de choses. Donc LinkedIn, c'est quand même assez incroyable. Il faut juste bien l'utiliser et pas perdre trop de temps dessus. Quoi. Ok. Et si tu avais un petit mot à dire pour finir aux personnes qui nous écoutent sur comment développer un business, comment après je sais que tu es encore jeune et tu n'auras peut-être pas forcément le recul pour dire pour donner des leçons un peu aux plus jeunes, mais toi comment aujourd'hui tu es un jeune par exemple qui a 18-20 ans, le marin de 23 ans, quel conseil il donnerait au marin il y a quelques années? Je dirais avoir vraiment envie de développer des choses, avoir cette faim de découverte aussi, parce que créer, c'est découvrir. Donc il y a vraiment ce côté-là. Après, je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer. Alors il y a toutes les phrases, et je veux pas rentrer dans ces trucs hyper connus de apprendre à oser, soit tu perds, soit tu apprends, etc. Soit tu gagnes, soit tu apprends et tout. Bon, je vais pas tomber dans ces phrases-là. Mais en fait, si, presque, parce que tu apprends énormément, soit par l'échec, soit par la victoire. Et moi, ça m'a permis en 2-3 ans d'apprendre un nombre de trucs assez incalculables. Et justement, le marin de 18 ans ne pensait pas avoir ces connaissances à 23 ans. Donc ce côté-là est vraiment, je me répète un petit peu, mais l'aspect mentor, découvrir plein de personnes, aller parler, s'éduquer sur plein de sujets et rencontrer des personnes qui, en fait, après, une fois que tu vas vouloir créer des choses, vont t'aider, vont te guider. Et le dernier conseil, c'est parler de ses idées. Je trouve que ça évolue beaucoup. Et je pense que LinkedIn, pour le coup, c'est un côté assez positif. C'est que nous, à l'école, je me souviens à Saint-Marc ou même au début à l'ESCA, globalement, ce que tu apprends, c'est à partir du moment où tu as une idée, tu tournes ton téléphone, tu es dans tes notes privées, tu n'en parles même pas à ton meilleur pote. C'est un truc. T'as peur qu'on te voit l'idée. Enfin, si tu en parles à quelqu'un, il faut jurer cracher qu'il ne le dira jamais. Alors, ça évolue, je trouve, et LinkedIn, le fait que tout le monde parle de ces sujets, en bien ou en mal, ça éduque sur ce point-là. Et voilà, c'est parler de son idée, la confronter, tu vas prendre énormément de bâches, alors beaucoup plus que de points positifs, mais je pense du coup il faut avoir un petit peu confiance en soi et en son idée. Ça va prendre du recul. Et vraiment, prendre du recul, ça c'est pareil, c'est l'ascenseur émotionnel de l'entrepreneuriat. Moi au début j'étais hyper, pas sensible, mais mes victoires, je les fêtais. Bon, pas pendant des années, mais j'étais comme un dingue, quoi. Les défaites, j'étais au fond d'un trou, je me disais, putain, mais comment ça va marcher, etc. Maintenant, j'ai appris à lisser un petit peu la chose. Les victoires, je les fête, enfin, les bonnes nouvelles, je les fête, mais je reste lucide. Et les défaites, je les subis un petit peu, mais je reste lucide, je repense un petit peu aux victoires. Et ça me permet d'avoir un ascenseur. Avant, si j'étais entre 0 et 10 constamment, maintenant, je suis globalement entre 3,5 et 7. J'essaie de fluctuer un petit peu dans cette zone pour continuer d'avancer sereinement, avec clairvoyance, sans avoir toujours l'impression d'avoir tout loupé ou d'avoir tout réussi. Voilà, c'est vraiment ce qui est dur dans l'entrepreneuriat, c'est cet ascenseur émotionnel. Apprendre à le gérer, s'entourer, encore une fois, permet de mieux le gérer. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux de tester des choses, s'entourer, se confronter à des personnes, à leurs avis, et pouvoir ensuite gérer les aspects positifs et négatifs que ça entraîne. Donc, c'est un petit peu comme ça que marche le cercle entrepreneurial dans ma quête. Et c'est ce que je recommanderais, parce que soit ça marche bien, soit du moins je le vis bien.
et je continue d'apprendre plein de choses, donc c'est hyper cool. Ouais, génial. En tout cas, merci Valentin d'être venu témoigner et parler de ton expérience. J'espère que les personnes qui nous écoutent ont bien apprécié ça. Yes. Est-ce que tu as des petits réseaux à nous partager, etc. pour te suivre? Je suppose LinkedIn, Instagram. Alors sur LinkedIn, je suis pas mal présent sous mon nom. Du coup, je communique un petit peu moins ces derniers temps parce que j'essaie un peu de trouver la manière avec laquelle communiquer sur ce nouveau projet. Mais voilà, c'est continuer d'utiliser, pouvoir me suivre sur LinkedIn ou alors sur Instagram, je fais pas grand chose. TikTok, j'y connais encore rien. Ouais. Donc c'est sur LinkedIn qu'on pourra suivre mes petites aventures globalement. Ok, super. Merci à toi et merci beaucoup, à très vite. Et merci pour tout ce que tu fais, c'était hyper sympa. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à parler de nous sur les réseaux sociaux, liker, commenter et même partager notre vidéo. Encore une fois, merci et on se retrouve pour de nouvelles aventures.